Allez, Tine. Santé. À la vôtre aussi. À la vôtre. Faut boire, Pablo. Après. Sinon, c'est mal poli. Bon, allez. La semaine dernière. Ouais, exactement, mais je le redis parce qu'il boit jamais. Bon, allez, c'est parti. Alors, j'ai écrit une petite introduction. Donc, on est à maintenant 3 semaines tout pile de l'élection présidentielle, du premier tour de l'élection présidentielle. On connaît les candidats et les candidates. Alors, si on ne connaît pas forcément les programmes de chacun et chacune, on sait au moins d'où les uns et les autres parlent, ce qu'ils incarnent, et peu ou prou, même si c'est souvent plutôt peu que prou, on sait le projet plus ou moins qu'ils souhaitent incarner. Alors, je ne veux pas désespérer Billancourt, parce que je sais que l'un comme l'autre, vous êtes des militants, mais ce n'est pas non plus l'euphorie de la course vers la victoire à gauche. Au deuxième tour, tous les candidats et les candidates de gauche sont largement battus s'ils arrivent au second tour par Emmanuel Macron, dans absolument tous les sondages. Et au premier tour, entre ceux qui sont autour de 5% et qui, objectivement et sauf sursaut, n'ont absolument aucune chance d'accéder au second tour, et d'un autre côté, l'injonction au vote utile pour celui qui serait le mieux placé à gauche dans les sondages, ça paraît un peu morose comme paysage. Est-ce que vous le percevez de la même manière, ou est-ce que pour vous, les jours heureux sont devant nous? Alors, les jours heureux sont devant nous. Bah, Vas-y. non, mais je sais pas, T'avais la lancée. les jours heureux seront derrière, parce qu'ils vont faire 3%, si tu parles du candidat communiste. Non, en fait, à mon avis, c'est que les militants perçoivent certaines informations, certaines ambiances, atmosphères, quand ils sont sur le terrain, qui représentent autant un biais que ce que tu aurais représenté, à savoir les sondages ou l'atmosphère, le débat médiatico-politique. Moi, ce qui m'impressionne dans cette campagne, et pourtant c'est ma 3e campagne présidentielle en tant que militant, j'ai rarement senti un décalage aussi fort entre le débat médiatique et genre le sentiment du terrain. C'est vraiment, j'ai l'impression de nager dans un brouillard total à certains moments où je ne sais pas du tout où on en est, et d'être dans des injonctions complètement contradictoires entre ce que je vis sur le terrain et le débat, parce qu'en fait, il y a aussi un non-débat. Il n'y a pas de débat véritablement médiatique. On a vu la farce que c'était lundi soir, un débat qui n'était pas un débat, qui était une succession de prises de position avec des questions en plus choisies sur la guerre, etc. Et pour donner un exemple, c'est le fait qu'il y a encore 3 mois, un peu plus, je dirais, sur le marché, la résignation, le côté oui, mais la gauche, si elle n'est pas unie, tout le discours qui avait vraiment planté la scène, à mon goût, hein, de l'union de la gauche, tous ces appels à la désespérance qui étaient envoyés par, en gros, les candidats de la petite bourgeoisie de gauche qui étaient frustrés, genre que le candidat le plus naturel aujourd'hui à gauche qui s'imposait était Jean-Luc Mélenchon, a pesé sur les personnes. Non mais vraiment, genre je le voyais, et j'ai bien vu que quand c'est tombé, après le pchit de la primaire populaire, etc., bah, la résignation à la situation que nous, on considérait comme être le résultat final pour des raisons d'impossibilité de l'unité, eh ben, c'est imposé. Et donc, du coup, on a recommencé à pouvoir avoir un débat politique avec les gens, en tout cas, à essayer de l'avoir. Et donc, j'ai vu quelque chose d'autre, c'est-à-dire qu'il y avait moins de résignation. Mais ensuite, c'est installé d'autres trucs. Aujourd'hui, effectivement, tu fais du porte-à-porte, etc. Je vais pas te dire que tout le monde dit ouais, ça va le faire. Il y a des gens qui se posent des questions différemment. Est-ce qu'il ne faut pas garder Macron, même si on est les classes populaires et qu'il n'est pas si bien, parce que c'est la crise, parce que c'est la guerre, parce que c'est compliqué? Ou est-ce que je vais aller voter alors qu'en fait, j'y crois plus? Ça, c'est des questions qu'on retrouve, qui sont classiques, mais je le vois aussi, genre, en tout cas dans les endroits où je milite et tout, la question de Mélenchon et de l'appel de sa candidature, le fait qu'il monte, les gens l'observent. Ça ne garantit pas tout, mais c'est quand même, à mon avis, un endroit où on a quand même des salles qui sont remplies partout en France, constamment, etc. Et en tout cas, c'est important pour considérer que, pour les militants, pour qu'ils gardent du temps comme ça et pour qu'on passe des heures et des heures. Donc, sans souffle, par exemple, quand on voit la tête des meetings de Anne Hidalgo, ça doit être beaucoup plus dur, quoi. Je crois que personne n'a envie de la situation de Anne Hidalgo, ni même des militants socialistes, qui, c'est vrai, sont beaucoup moins nombreux que ce qu'ils ont été, mais qui représentent quand même une force et sont quand même un certain nombre à battre une campagne difficile, voire à peu la battre. Mais pour ceux qui sont sur le terrain, je pense que c'est pas simple tous les jours. Ceci dit,
Moi, je trouve que, notamment sur les questions écologiques et globalement d'égalité et de progrès social, euh, moi, je vois beaucoup d'intérêt sur les marchés, beaucoup plus qu'il y a un certain temps. Et je partage ce que tu disais sur le hiatus en fait entre le débat politique tel qu'il est rendu visible, en plus avec des prismes encore une fois très différents entre ce qu'on peut voir à la télévision, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., ce qu'on voit dans la presse. Ce sont vraiment maintenant des prismes. Chaque média a en lui-même un prisme très différent qui fausse une analyse complète, à mon avis, en tout cas d'un point de vue militant. Moi, je vois beaucoup d'intérêt pour plein de questions, et y compris, je trouve que les citoyens et les citoyennes qu'on rencontre sur les marchés, moi je suis jeune du rural, il y a beaucoup d'intérêt et des fois il y a beaucoup de technicité, y compris sur les sujets environnementaux, voire même particulièrement sur les sujets environnementaux. Mais entre l'intérêt et ou la technicité et la projection dans l'acte de vote, il y a pour moi aujourd'hui un hiatus là aussi important. Et je trouve qu'on sent, enfin moi je sens, en tout cas sur les marchés en porte-à-porte, je sens plutôt beaucoup d'indécision encore, et beaucoup de cette désespérance d'aller voter, qui n'est pour le coup pas tellement aujourd'hui décrite sous le prisme de la gauche très désunie, mais qui est vraiment sous un prisme de euh, on n'a pas, on n'y croit plus. On ne croit pas qu'on va renverser la table, on ne croit pas à une force alternative, on se dit que Macron, finalement, moins pire des mots, face à l'extrême droite, à une Valérie Pécresse qui a fait une campagne quand même très très à sa propre droite, hein, au point que des gens comme Sarkozy la soutiennent du bout des lèvres. Enfin, je veux dire, pour dégoûter Sarkozy, il faut quand même s'y mettre. Donc je trouve qu'il y a des ferments très intéressants, des sujets ultra travaillés dans le quotidien des gens, dans leur manière de penser, dans leur manière d'agir, beaucoup plus peut-être qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, mais que l'acte du vote, l'échéance électorale, est pas complètement investi à ce stade, et en tout cas est pas investi de beaucoup d'espoir. Je sens pas beaucoup d'espoir dans cette échéance, et évidemment la crise ukrainienne, combinée avec du coup la poussée dans les sondages, alors, la poule et l'œuf, hein, lequel génère lequel, je ne sais pas, enfin qui donne un Emmanuel Macron sortant à presque 30%, c'est sûr que ça donne aussi une impression d'atonie. Mais c'est clair qu'en fait, quand il y a un dialogue entre ces différents prismes, c'est-à-dire que quand ils n'ont pas l'air d'être seulement des segments de la société complètement indifférenciés, enfin au contraire différenciés, on est dans une autre optique. Par exemple, le fait que, voilà, moi je pense qu'il y a quand même un peu de l'espoir dans certains milieux que je rencontre. C'est ce que je dis, pas tous, il y en a qui nous disent on va plus voter, il y en a qui hésitent, etc. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense que l'avantage de la candidature de Jean-Luc Mélenchon que je défends, c'est que, bon, on n'en est pas au même stade objectivement, donc les rapports que tu disais de vote utile ou de réflexe, etc., existent, et c'est, entre guillemets, c'est une pratique qui a existé depuis longtemps. Le premier à gauche, il y a peut-être plus de chances, et c'est mathématiquement vrai, entre guillemets, tu vois. Maintenant, ça fait pas l'élection. Et pour aussi redonner un souffle, il faut que du coup, que les champs séparés se répondent. C'est-à-dire la mise en scène de la dynamique. Je te donne un exemple. Là, on est dans une situation où dans pas mal d'instituts de sondage différents, 3 ou 4, on est passé devant Pécresse et devant Zemmour. Bon, le fait, quand on a commencé à passer devant Pécresse, on s'est dit, putain, c'est bien, c'est un symbole qu'on va envoyer. On passe devant la droite et c'est quand même, enfin, je veux dire, pas souvent que la gauche radicale passe devant. Et puis, bon, la guerre a éclaté, etc., ce qui a pris le champ, ce qui est normal, c'est un événement fondamental. Mais le fait que ça s'installe et que ça empêche le débat et que ça persiste dans le débat, fait que pareil, on passe devant Zemmour. C'est-à-dire quand même, on est en train de se passer devant un des fachos genre de l'élection et on a beaucoup moins de capacité à le mettre en scène. Or, peu importe des fois aussi le niveau des sondages, ce qui est intéressant, c'est la dynamique. Et comment tu mets en scène une dynamique? Tu passes devant deux des candidats qu'on nous a dit qui seraient genre dans le top des candidats et t'arrives pas, parce qu'il n'y a pas d'appui pour pouvoir le mettre en scène, à part sur tes propres canaux. Et c'est pour ça que je parlais de décalage la dernière fois. C'est que oui, dans nos propres canaux, dans nos meetings, dans nos réseaux, et puis du coup, par effet on va dire, de rayonnement comme ça, dans les endroits qu'on fréquente, auprès des gens, dans les porte-à-porte, etc., on arrive à essayer de communiquer ça.
Mais le visuel, l'incarnation et le caractère spectaculaire de la société médiatique aujourd'hui, il aide. C'est pour ça que Méluche, genre, c'est un pro de ça quand il le veut. C'est pour ça que, genre, même une toute petite candidature comme celle de Poutou, avec les coups d'éclat qu'il avait marqués et sa parole franche, bah, ça pouvait tout de suite, voilà, lancer un éclair dans le brouillard, quoi. Bon, et là, c'est difficile. Mais justement, c'est quel type d'éclair en fait que peuvent lancer les différents candidats? Tous les deux, vous représentez. Enfin, Marie, toi, tu es plutôt du côté de Jadot, et donc toi, Pablo, comme tu l'as rappelé, tu es plutôt du côté de Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement les deux premiers candidats de la gauche. Hein. Jadot, il est plutôt autour de 5-7, et Jean-Luc Mélenchon, il est plutôt autour de 12, maintenant 14, enfin entre 11 et 14. Qu'est-ce qu'ils font en fait de ces scores de ces scores dans les sondages, hein, et du coup, qu'est-ce qu'ils font en fait dans cette campagne où ils vont avoir un temps équivalent de parole avec les autres candidats? Est-ce que vraiment vous avez l'impression qu'ils arrivent en fait à, en gros, être les maîtres des horloges, de leurs propres horloges, et de mettre sur le devant de la scène et parler de sujets qui ne sont pas les sempiternels mêmes sujets, à savoir sécurité, islam? Je pense que là, globalement, on a une forte difficulté. Jean-Luc Mélenchon a toujours une facilité oratoire qui le sert. Néanmoins, je pense que la France insoumise, comme aujourd'hui le pôle écologiste, a une difficulté à faire l'actualité. Et c'est encore plus fort, je veux dire, après une crise du Covid, puis maintenant la guerre en Ukraine. Je veux dire, alors, on est sorti, je vais pas dire Dieu merci, mais quasiment, du débat inlassable autour de l'islam et l'identité là qu'on nous avait servi pendant 3 mois. C'était quand même particulièrement long et fastidieux. Ceci dit, aujourd'hui, parler d'autres sujets que de sujets régaliens, c'est compliqué. Faire émerger ces autres sujets et une alternative, c'est compliqué. Je crois que ce serait très compliqué demain si Jean-Luc Mélenchon était au second tour, que Jean-Luc Mélenchon l'emporte face à Emmanuel Macron, je pense surtout face à Emmanuel Macron, parce que je pense qu'il a construit ou il a produit, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais un positionnement qui est clivant, fortement clivant, pour le dire poliment, dans une gauche qui a, au sens large, hein, et pour le coup une gauche écolo, parce que je pense qu'il y a des axes très importants sur la question écolo dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais il a construit, à mon avis, une forme d'adversité très grande, y compris chez des gens qui, traditionnellement, pouvaient soutenir le candidat du camp du progrès. Donc je pense que ça rendrait très compliqué une victoire au second tour. Ceci dit, réussir à faire émerger des thèmes dans cette campagne, c'est particulièrement difficile. Et je pense que l'éclatement des scènes médiatiques, comme on l'évoquait tout à l'heure, rend ça encore plus difficile, parce que on est vraiment dans le coup d'éclat qui fait beaucoup plus parler que les propositions de fond en dur. Je veux dire, faire des propositions très intéressantes sur la rénovation des logements et la manière dont on va le mettre en œuvre, etc. Je suis pas sûre que ce soit ça qui fasse demain le top Twitter France, ou qui soit repris dans des émissions à grandes audiences. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui est compliqué. Il y a eu des ballons d'essai, y compris chez Anne Hidalgo. Hein, bon, moi, je les trouve particulièrement maladroits, mais sur la question de l'école, il y en a eu chez Jean-Luc Mélenchon, il y en a eu chez nous aussi sur la question de l'école, il y en a eu évidemment sur l'écologie. Je veux dire, toutes les études qui sont sorties sur le temps médiatique, je me souviens plus qui a fait la dernière. Oui, c'était un peu plus de 2%. Voilà, on est entre 2 et 3%. Qui est consacré à l'écologie, alors qu'on vient d'avoir un dernier rapport du GIEC, enfin un dernier partie de rapport du GIEC, qui nous dit grosso modo, il y a le feu partout et il faut se bouger. Bon, donc je pense que face à ça, la manière dont on adresse collectivement cette question médiatique ne fonctionne pas. Bon. Comment la refonder, j'ai vraiment des doutes. Après, pour moi, au-delà de cette mécanique médiatique qui est très importante, je crois qu'il y a il y a d'autres biais de gagner une élection, et que ce qu'on a cru à un bon moment comme étant peut-être complètement suranné de la politique de terrain qui quadrille, etc. Je pense qu'aujourd'hui il y a de nouveau une prise de conscience de l'importance
de ce travail-là, qui avait été en partie abandonné au profit de partis très installés. Je pense aux années, on va dire, florissantes du Parti socialiste, qui fonctionnaient sur des réseaux qui étaient établis et qui se renouvelaient assez peu. En fait, moi, je suis pas exactement d'accord avec toi déjà sur l'égalité qu'il y aurait potentiellement entre Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot sur la capacité à peser sur le débat. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il a réussi, par exemple, sur créalisation, ça avait été repris par les médias, ça avait été discuté. Sur planification, il a imposé le terme au forceps sur des années. Et en fait, il a réussi à imprimer ses mots beaucoup plus que les autres. Mais du coup, pour moi, la question, c'est bien sûr que pour imprimer ses mots dans le débat médiatique, il y a des techniques, il y a un peu de la com, il y a les bons mots, il y a la façon dont tu poses la chose. Mais pour moi, c'est avant tout politique. Et c'est là où je vois qu'il y a une difficulté potentielle chez Jadot plus que chez Jean-Luc Mélenchon, même si je veux dire, Mélenchon est quand même en difficulté par rapport à des gens comme Macron ou l'extrême droite, etc. C'est que Jean-Luc Mélenchon, il essaye, je pense, dans cette candidature, d'incarner le mouvement social, la gauche traditionnelle, ce flambeau-là, et de leur dire « je suis le débouché naturel ». D'ailleurs, c'est son slogan. Il dit « un autre monde est possible ». C'est-à-dire, moi je me souviens une fois, il avait dit je suis votre héritier commun. mais voilà, et puis il dit un autre monde est possible, à savoir, je suis pas seulement un programme, etc. Pourtant, il a fait l'effort de crédibilité, etc. Mais un autre monde, je veux incarner une rupture. Il l'a dit lundi, il l'a répété, rupture avec la marchandise, rupture avec le productivisme, etc. Rupture avec les institutions, etc. Et en fait, je pense que Yannick Jadot est dans une difficulté plus grande parce que contrairement à Sandrine Rousseau, qui avait affiché de façon extrêmement claire ses choix, Yannick Jadot, c'est une situation de compromis. Il y a toujours des propositions où c'est vraiment le candidat qui a gagné la primaire de écolo. Pour moi, c'est un candidat qui a essayé voilà, il dit, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire pour piocher à gauche pour rajouter au projet écolo? C'est quand même pas seulement, je veux dire, écolo à l'ancienne, purement sur l'écologie, c'est le projet qui garantit tout. Il y a un peu de prise de position qui viennent de la social-démocratie de gauche. Son programme sur l'entreprise, il y a un peu, c'est là qu'on le voit dans son interview là sur l'école. Il envoie des signaux contradictoires un peu à gauche, un peu à droite. Il a beaucoup, par exemple, lundi, ciblé son électorat. Il a clivé pendant les 2 dernières semaines avec Jean-Luc Mélenchon sur des endroits où il peut récupérer une partie de son électorat chez Jean-Luc Mélenchon plutôt que d'aller chercher un électorat qui ne pourra pas avoir. Et principalement, par exemple, les classes populaires. Et je pense que Sandrine Rousseau était capable d'assumer un discours sur un certain nombre de points, féminisme, rupture avec le capitalisme, qui lui assurait une prise de position franche qui ensuite te permet d'avoir une certaine liberté dans le développement de ton programme et d'assurer voilà, un enjeu et donc d'assumer, de porter en lien avec la société des grands sujets, des grandes fractures et donc de cliver et donc d'imposer tes thématiques. Je pense que la candidature, c'est la même chose pour Anne Hidalgo, dans une moindre mesure. Mais Anne Hidalgo, si on écoute, elle a tous les mots du Parti socialiste. Elle n'en a juste pas le souffle. Elle dit que je suis la gauche républicaine, je suis la gauche laïque, je suis la gauche européenne. Mais si on remplit pas ces concepts et que elle brasse du vide. Et c'est son problème. Et pourquoi? Parce que son lien avec le terrain, enfin avec la société, est mort pour des raisons le Parti socialiste a trahi tout le monde et a fait une politique de droite. Mais je veux dire, c'est plus profond aussi, quoi. Moi, je crois pas au truc de c'est à cause de l'incarnation. Ça compte en partie. Je crois pas non plus aux excuses de médiatiquement on n'est pas invité. Je veux dire, il faut arrêter. Genre moi, quand j'étais au PC, on me disait toujours ça. On n'est jamais invité, c'est pour ça qu'on perd. Enfin, si c'est ça votre définition de la politique, c'est que genre vous avez rien compris, tu vois. Et donc là, je pense, je sais que je suis long, je vais arrêter, mais que vraiment, la question de l'impact médiatique est l'expression de l'impact politique. Et ce qui est vrai, c'est qu'avec des hauts et des bas, Mélenchon a réussi à continuer à tracer son sillon, des fois avec plus de réussite, des fois en s'éloignant peut-être du rapport au camp qu'il représente, mais qu'aujourd'hui, il est encore en phase. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens de toutes sortes de cultures à gauche qui peuvent aller vers lui, parce qu'il est un peu un compromis entre elles, entre l'écologie, entre le mouvement ouvrier historique, etc., et entre une certaine radicalité qui a émergé sur des nouveaux sujets et qui parle à des gens, voilà. Plusieurs fois, enfin là, depuis le début de notre échange, vous avez utilisé l'un comme l'autre des termes comme débat démocratique ou débat politique ou débat médiatique. Qu'est-ce que vous attendez en fait exactement d'un débat démocratique ou d'un débat politique ou d'un débat médiatique qui serait, selon vous, sain? En fait, moi, c'est ça que j'ai un peu de mal. Est-ce que vous attendez à ce que, en gros, les différents candidats, qu'ils soient de gauche d'ailleurs comme de droite, voire d'extrême droite, qui puissent présenter leurs propositions et les étayer? Ou est-ce que, tout à l'heure, tu as parlé de coups d'éclat,
c'est-à-dire, genre... Parce que moi, en fait, j'ai essayé de me souvenir ce qui s'était passé en 2017, où il y avait eu, par exemple, un débat du premier tour. Et d'ailleurs, c'était le moment où on dit que Jean-Luc Mélenchon avait commencé à croiser la courbe avec Benoît Hamon. C'est-à-dire qu'il avait particulièrement bien réussi ce premier débat. Mais en fait, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu, moi je me souviens, Poutou qui avait dit, qui avait été très agressif à bon endroit, hein, je crois, à l'égard de François Fillon. Et puis on avait vu toute la maestria de Jean-Luc Mélenchon. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment ça qu'on attend d'un débat démocratique? C'est-à-dire que, en gros, c'est celui qui pique le mieux, celui qui agresse le mieux, ou celui qui même présente le mieux en fait son programme. C'est ça vraiment qu'on attend d'un débat démocratique? Je ne sais pas ce que tu veux nous faire dire. Et évidemment, non, pas présenté comme ça. On n'attend pas de savoir qui pique le mieux ou pas. Évidemment, ça fait partie des compétences qu'on attend de quelqu'un qui va, non pas devoir au quotidien faire preuve de répartie ou de capacité, mais qui va être au quotidien amené à adapter son propos, sa manière d'agir, sa manière de réfléchir à son environnement. Donc, je pense que lorsqu'il sera président de la République, on attend quelqu'un d'agile intellectuellement et d'agile dans le débat. Bon. Donc l'agilité. Donc ça, je pense que sur la forme, oui, bien sûr qu'il y a un aspect agilité qu'on attend d'un candidat. Et évidemment qu'il y a plein d'autres aspects de forme qui sont attendus, je pense, par les citoyens et les citoyennes, chacun en fonction de ce qu'il met, de ce qu'il projette dans la stature présidentielle. Ceci dit, ce qu'on attend d'un débat, c'est au moins que ce soit un moment d'échange et de présentation des options qui sont offertes aux citoyens et aux citoyennes. Alors, ça, par exemple, c'était le cas lundi dans l'émission que Pablo a fustigée sur TF1. Ils sont venus les uns derrière les autres, ils ont fait une petite présentation. Oui, mais du coup, on peut se dire quand même que... plus le nombre de candidats est important, plus c'est difficile de construire un débat intéressant. Mais, je veux dire, pour qui a déjà participé à des organisations collectives, de l'association aux partis politiques, il peut y avoir des convictions, des points de vue qui se forment au vu d'un échange sur une question. Quand on a, en plus, je pense peut-être que les militants sont les plus mauvais et constituent le plus mauvais public pour ce genre d'émission, puisqu'ils viennent avec leurs champions, leurs positions, etc., qu'ils veulent voir le mieux présenté, etc. Mais pour plein de citoyens, d'amis, de gens qu'on connaît qui ne sont pas encartés militants, c'est des moments où ils comparent entre des sensibilités qui leur sont proches, des propositions, des manières de voir les choses, et qui se disent, tiens, lui, il a mieux présenté que l'option. Voilà. Et l'option politique, et c'est là que je pense que on fait aussi parfois des caisses sur l'option politique, c'est que je pense que parfois l'option sur le fond est servie ou desservie par le personnage qui l'incarne. Et l'incarnation est importante, à la fois dans ce qu'on projette dans la fonction présidentielle, mais dans la manière dont on va servir le fond. Et je pense qu'en ça, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, il a 3 campagnes présidentielles à son actif. C'est ça, on est à 3 3 campagnes présidentielles à son actif, un parcours très 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 long au sein des instances de la gauche, évidemment, évidemment non, c'est une compétence personnelle qu'il a aussi développée. Il en a tiré des capacités et des compétences à poser des discours, à choisir un terme plutôt qu'un autre, etc., sur une ligne qu'il travaille pour le coup depuis longtemps, avec des aléas, effectivement, comme tu le disais, par rapport à son lien aux différentes composantes de la gauche historique. Je pense que l'écologie, elle est aujourd'hui elle est toujours en construction. C'est-à-dire que aujourd'hui, bien sûr, moi je souhaiterais qu'on soit plus haut dans les sondages, qu'au regard du défi que représente la question environnementale, on soit bien plus lancé. Je pense que collectivement, ça nous ferait du bien aussi. Ceci dit, je pense que par rapport à ce qu'est l'histoire de l'écologie, on est sur du progrès. Et Yannick Jadot en est aussi dans les hésitations que tu as pu formuler sur la stratégie. Est-ce que c'est une stratégie... on ne parle que des sujets sur lesquels on attend les écolos, à savoir l'environnement, ou est-ce qu'on traduit ce que, pour le coup, les écologistes travaillent depuis longtemps, et a fortiori aujourd'hui dans la construction du pôle écologiste, à savoir qu'il n'y aura pas de transition écologique sans transformation sociale et sans égalité sociale majeure, et ça,
c'est une nouvelle manière de présenter la construction écolo, le projet écologiste. Le projet écologiste, c'est pas que de l'écologie, c'est de l'écologie et de la transformation sociale, parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Et après, on peut diverger, sur certains aspects, et je le comprends très bien. Ceci dit, ça, c'est une mise en scène, une construction en partie nouvelle. En tout cas, elle est, je pense, peut-être pas nouvelle sur le fond dans Europe Écologie Les Verts, mais elle est nouvelle dans la manière de la mettre en forme. Et la construction du pôle écolo a poussé à cette transformation, et elle n'est pas toujours confortable pour des gens qui la maîtrisent moins bien, dont c'est pas l'historique, etc. Donc Théoriquement instable, surtout. Moi, c'est ça que je voulais dire pour tout à l'heure. C'est qu'à mon avis, le problème, c'est que, encore une fois, sans lien avec le mouvement ouvrier, ou avec un lien extrêmement faible, vous n'avez pas l'avantage qu'ont d'autres formations qui se sont inscrites dans ce lieu-là et qui ont pu se réinscrire dans l'écologie à leur manière, plus tardivement, très tardivement pour beaucoup. Mais du coup, mais pour répondre à ta question, Pablo, moi je pense qu'effectivement, on s'est contenté de ces débats médiatiques, soi-disant avec des temps de parole égaux, etc., qui étaient pour moi en fait une ritualisation du moment avant l'élection. On est obligé de mettre en avant un petit peu que la politique doit servir à quelque chose, mais parce qu'en fait, en vérité, la démocratie libérale, particulièrement en temps de crise, exprime un mépris total par rapport à la notion de démocratie. Moi, je pense que c'est une rigolade, la façon dont on pense que, parce qu'on a 2 semaines avant le débat, le droit que tout le monde s'exprime de la même manière, on est une belle démocratie. On est une démocratie faillie, c'est de la rigolade. Donc la question pour moi, c'est qu'est-ce que tu disais, c'est quoi un débat politique et démocratique? Pour moi, c'est déjà un débat où l'actualité n'est qu'illustrative. C'est-à-dire que les questions qui sont posées mettent en débat l'ensemble des structures, des institutions, des phénomènes sociaux observables et observés, et pour lesquels on explique qu'est-ce que l'on pense qu'il faut faire, pour lesquels on explique quelle direction doit prendre la société. Et pour ça, l'actualité, par exemple, la crise du pouvoir d'achat suite au problème du choc énergétique, ne doit être qu'illustrative de qu'est-ce qu'on estime être le problème. La crise énergétique, par exemple, en septembre, on est déjà dans le problème. Le problème, c'est le capitalisme. Je la fais très très courte là. Mais ces questions-là, elles doivent être débattues en dehors du dictat de l'actualité. Et c'est le rôle des militants et des militantes politiques. C'est ça qui est intéressant, c'est que la politique, ça va avoir à être tous ensemble. Okay, tous ensemble, on discute collectivement et on remet en cause, ou on accepte un ordre. Et le vote, c'est l'isoloir, c'est chacun dans son coin. Et donc, dans cette relation-là, le débat démocratique, c'est le moment où il y a une capacité de tout le monde à remettre en cause systématiquement l'ensemble des fonctionnements pour pouvoir décider d'un déroulé autre. Et ça n'existe pas dans le débat. Donc, on s'est contenté de le faire parce que, bien entendu, on doit à un moment, dans le cadre institutionnel, trouver des relais et trouver des moyens de parler au plus grand nombre, parce que la crise politique fait que les appareils sont faibles, parce qu'on a de moins en moins de contacts directs au quotidien avec les gens, parce qu'on n'est pas nombreux. C'est-à-dire, moi là, j'ai une tête éclatée parce que en fait, je fais que ça, tu vois, et je suis hyper fatigué. Et là, il reste 24 jours, 22 jours. Je sais que le lendemain du premier tour, sauf si on est au deuxième, et je l'espère, je vais tomber de fatigue, tu vois. En fait, ça, non mais en fait, c'est assez intéressant parce que là en fait la façon dont tu définis le débat démocratique, c'est par la question en gros de la présentation d'un projet, mais pas du tout par la confrontation. Non mais non pardon, mais projet peut-être, en vrai j'ai pas parlé de programme. Non, t'as pas parlé de programme, exactement. Mais moi je parle de projet. Moi j'appelle ça projet. Mais ce que je veux dire c'est que tu as évacué en fait la question de la confrontation. Moi c'était ça. En fait c'est comment. Mais non, mais c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a pas du tout dit qu'il évacuait la question de la confrontation. Il a dit qu'un débat démocratique, et là-dessus je te rejoins complètement. Je retirerai le systématique sur la remise en cause, mais globalement le débat démocratique, il doit permettre librement d'échanger des arguments qui motivent la manière, la logique et la manière dont on va choisir certaines options les unes par rapport aux autres. Ça, là-dedans, il y a de la confrontation. En fait, la question c'est est-ce qu'il peut y avoir dans un débat démocratique qui serait aussi une confrontation de points de vue, une construction commune. Par exemple, vous, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois que vous débattez tous les deux. Est-ce que vous pensez que vous avez construit quelque chose en commun? Ou est-ce que vous n'avez chacun de votre côté fait que proposer en fait vos arguments et vous les avez étayés, mais chacun sur votre... Est-ce qu'il y a eu un point de rencontre? Est-ce que vous imaginez qu'il y a un point de rencontre entre vous deux
à la suite de ces heures. Maintenant, on est sur plusieurs heures de débat entre vous deux. Mais en fait, c'est toute la question, c'est la question de la définition de qu'est-ce que c'est la démocratie, tu vois. C'est-à-dire que là, effectivement, on pourrait se dire non, on a opposé des points de vue. C'est démocratique au sens faible du terme, c'est-à-dire au sens accepté aujourd'hui dans la démocratie libérale, à savoir on échange des points de vue plus ou moins amicalement. Et non, et je veux dire. Plutôt moins que plus, hein, bien sûr. Et ça dépend avant ou après l'élection, j'allais dire. L'émission. Mais de fait, ce que je veux dire, c'est que là, dernièrement, je disais, le dernier ancien, il disait des trucs intéressants. Il disait quand il y a les mouvements de place, quand des gens revendiquent un temps et un lieu pour des fonctions différentes de ce qu'elles sont normalement consacrées dans l'ordre social, là, il y a un pouvoir démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a une force commune qui allie les gens au-delà de ce qu'ils sont individuellement, qui produit des idées, etc. Et c'est ça, la démocratie. Et elle fait quoi? Elle remet en cause l'ordre temporel, l'ordre géographique, etc. Donc, en ce sens-là, bien sûr que non. Notre débat n'a pas impliqué des actions politiques, des actions de remise en cause du système. Peut-être qu'il a fait penser. On l'espère, on n'est pas non plus, il faut être modeste. Donc non, notre débat, si, ça nous a permis de confronter les points de vue, ça nous a permis personnellement aussi de voir comment chacun se positionne, où sont les désaccords, mais je pense que fondamentalement, ça n'est pas un débat démocratique, parce que ça n'est pas en masse déjà. Parce que peut-être que là où il y a débat démocratique, c'est dans la construction de ce qu'on fait dans ce débat, et dans le fait que ce débat puisse être vu par d'autres. In fitu personae, on a un certain nombre de points de convergence. On peut réfléchir à des compromis, à des constructions. On parlait tout à l'heure de construction locale. La démocratie, dans le sens où tu la construisais, c'est-à-dire de dire comment, justement, cette remise en cause des positions des uns et des autres, à la fois sociales, mais aussi des positions idéologiques des uns des autres, vis-à-vis de ce qui se présente matériellement comme situation, l'action locale, les élections locales, la manière dont les localités se saisissent de la réalité, à mon avis, est assez largement ce produit. Après, il y a dans le débat mis en scène, l'objectif, c'est pas que, c'est comme si on mettait en scène comme quand on mettait en scène les candidats à la présidentielle. On ne cherche pas à ce qu'à l'issue du débat, ils aient construit ensemble un projet. L'objectif de notre échange est de pouvoir démontrer qu'il y a des points communs, et je pense qu'entre les candidats de gauche, il ressort des débats, des points communs, et que pour autant, on a des points de divergence ces points communs et ces points de divergence sont supposés éclairer les personnes qui ont le temps et l'amabilité de bien vouloir nous regarder. Et donc l'objectif, c'est pas qu'on écrive ensemble des choses sur lesquelles on serait d'accord. Exercice que nous avons déjà eu l'occasion de faire par ailleurs. Mais du coup, c'est pas l'objectif du débat mis en scène. Le débat mis en scène, ça n'est pas un débat de construction commune. Le débat mis en scène par un média pour contribuer à éclairer un public, ou à éclairer le choix d'un public, c'est pas le débat qui est l'objet de construction. Le débat parlementaire, qui peut être fait de positions très dures, etc., peut être un moment de construction dans certaines conditions. Parce qu'il peut permettre de construire. Mais si vous pouvez me permettre d'être super caricatural, juste pour un moment, pour être beaucoup plus clair. Tu vois. Non, mais là, je vais assumer le thème. C'est que, en gros, pour moi, la démocratie, le caractère démocratique et politique, donc la démocratie politique française dans le quinquennat Macron, c'est le mouvement climat, c'est le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'ensemble des actions prises collectivement dans le but d'impulser une direction à la société. Et en ce sens, les élections, pourtant je milite pour faire élire des gens, etc., n'ont absolument rien de démocratique. D'ailleurs, démocratie représentative est un oxymore total. La démocratie représentative a été pensée contre la démocratie. Hein, il faut regarder les discours à l'époque Seyès qui dit la France ne devrait parler que par la voix de ses représentants, sinon elle serait un régime démocratique. Ça c'est magnifique dans les débats en 89, il me semble. Mais bref. Donc la question pour moi c'est non, la démocratie ça va être l'ensemble et c'est pour ça que les libertés publiques et les libertés de politique sont
le cœur, à mon avis, du combat démocratique, parce que elles mettent en scène, Karl Marx disait, elles permettent d'enlever les chaînes à la lutte des classes, d'enlever les chaînes qui se posent à la lutte des classes. Quand tu as le droit d'avoir un syndicat, d'un parti, etc., bah c'est plus facile d'aller dire, il faut en plus genre dégommer tous les patrons et genre socialiser leurs entreprises et leurs richesses. Et donc du coup, bon, pour être caricatural, du coup, les élections et les institutions, c'est un mal nécessaire en l'absence de solutions alternatives, mais pour l'instant, j'ai pas vu de caractère possible pour la révolution, la lutte armée ou d'autres formes de lutte qui ont existé dans d'autres contextes historiques. Donc, on s'en sert comme mesure de la maturité d'un camp, de certaines idées, de sa propagation au sein des gens. C'est un lien faible par rapport au lien organisé collectif. Et la démocratie, elle vient plutôt, à mon avis, du pôle mobilisé et mobilisateur. C'est d'ailleurs ça qui a fait changer les lignes sur climat. Tu disais, enfin, c'est ça qui a fait changer les lignes. Les violences policières, elles ont pris une centralité dans le débat médiatique à partir du moment où il y a des acteurs et des actrices, actrices particulièrement avec le cas de Assa Traoré, qui ont mis en scène cette fracture et qui l'ont organisée collectivement. Bon, et donc c'est ça la démocratie, et c'est ça le débat démocratique. Et est-ce que, parce que là, en fait, tu as un peu devancé, du coup, ma dernière question, un peu en guise d'ouverture, en fait, qui était liée justement à ce cadre électif, en fait, dans lequel on se situe, à la fois avec l'élection présidentielle, mais aussi avec les élections législatives en juin. Parce que aujourd'hui, la France, enfin, qu'on la prenne genre par tous les bouts, tu vois, il y en a à peu près 30% qui votent du côté des fachos, et en gros, elle est à plus de 50%, voire plus de 70%. Elle vote à droite, tu vois, dans les électeurs, dans ceux qui vont aller voter. Donc, encore une fois, effectivement... C'est immense, 13 millions de personnes qui sont mal inscrites, qui ne vont pas voter, si tu veux. plus les abstentionnistes, etc. Si tu veux. Les gens qui n'ont pas le droit de vote. Oui, oui. Non, mais je rebondis, en fait, par rapport à ce que tu viens de dire et à ce que tu as défini comme étant la démocratie dans le quinquennat passé. C'était le fait de minorité. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas sur des faits majoritaires, ni le mouvement climat, ni les gilets jaunes. Les gilets jaunes soutenus par une majorité de la population. Non, ça n'a rien à voir, rien à voir. Bah, bien sûr, mais... oui, mais ça veut dire quelque chose. D'accord, peut-être aussi. Non, mais ça, c'est très bien. Mais moi, je te dis, genre... Exactement. Moi, je te dis les gens qui bougent. Les gens qui bougent, c'est une minorité. Et, genre, je suis très heureux que cette minorité soit agissante et soit active. Le seul problème, c'est que là, du coup, il y a une espèce de contradiction, en fait, dans les termes. Parce que ce que tu mets en avant, et je suis complètement d'accord avec toi, c'est le fait de ces minorités, et en même temps, on est en train de se battre, en fait, pour devenir un fait majoritaire. Ce qui est contradictoire dans les termes, parce qu'on ne le saura pas. C'est-à-dire que si Jean-Luc Mélenchon ou si Yannick Jadot gagne, là, en 2022, ce sera nécessairement par effraction. C'est-à-dire qu'il ne sera pas porté, ni l'un ni l'autre, tu vois, par genre une foule en liesse, un grand élan mobilisateur. Et donc, comment est-ce que vous envisagez la possibilité, d'autant plus que, et je finirai là-dessus, tout à l'heure, Marie, t'as dit un truc qui m'a fait un peu tiquer, t'as dit oui, au Parlement, là, normalement, il y a une co-construction de la loi, enfin, dans certains cas. Je ne vois pas, en fait, quand est-ce qu'il y a une co-construction de la loi, tu vois. Et du coup, ça me pose des questions, tu vois, quant au caractère complètement, nul et non avenu, en fait, de ces élections, du point de vue, depuis la perspective de la gauche, tu vois. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment on peut s'enthousiasmer pour cette élection. Voilà, s'enthousiasmer, je ne sais pas si c'est par passion ou par nécessité. Je veux dire, à un moment donné, c'est quand même un rendez-vous majeur qui définit la manière dont on va choisir nos options politiques nos options quand je dis politique, c'est du quotidien, en fait, ce qui va définir notre quotidien dans les 5 ans à venir. Donc, même si on ne se roule pas par terre du panel de candidats proposés, des options qui sont sur la table, et machin, enfin chacun fait ce qu'il veut. Enfin, à un moment donné, si là on ne trouve pas un tout petit peu de motivation pour s'intéresser, même si on n'est pas passionné, ça aura des conséquences. Je veux dire, passionné ou pas, ça aura des conséquences. Sur la question de la construction législative, on sait aujourd'hui que dans la Ve République, on a un problème majeur de place du Ve République avec l'alignement du quinquennat et du mandat parlementaire. On a un vrai problème démocratique, c'est-à-dire que l'un et l'autre sont intimement liés. Ils sont liés dans un tel ordre que les parlementaires majoritaires sont les obligés du président, et que donc tout ça aboutit à une situation dans laquelle la co-construction est faible, les positions de principe non mais c'est au-delà, c'est même les oppositions. Même dans un non mais c'est ça, cadre... les positions de principe, y compris des oppositions... Tu vas co-construire avec l'extrême droite ? Non mais c'est pas ce que je te dis.
Je dis que les positions de principe des oppositions prévalent largement et que non, l'idée n'est pas de co-construire avec l'extrême droite, c'est pas le sujet. La question, c'est que il peut y avoir de l'extrême droite, je sais pas, j'avoue pas passer beaucoup de temps sur leur projet. Hein, on a des problèmes de valeur assez importants. Ceci dit, on n'est pas à l'abri qu'ils aient une fois une idée intéressante. Ça peut arriver. Je veux dire, ils sont un certain nombre. Il y a un moment donné sur une question annexe, voilà. Et donc, je crois qu'à un moment donné, l'intelligence de la démocratie, c'est de savoir la repêcher. Ce que d'ailleurs Macron sait très bien faire, en s'en attribuant les mérites. Ça, les idées d'extrême droite, il y va. Voilà. Mais du coup, peut-être pas les meilleurs. Enfin, après, il y a un sujet de ce qu'on choisit de faire de cette co-construction. Malheureusement, aujourd'hui, du fait de cette crise démocratique, cette co-construction et ce rapport positif à l'affrontement et l'échange qu'il y a au sein du Parlement, bah, il a complètement disparu. Enfin, je veux dire, de facto, il est vidé. Pour autant, on l'a vu avec des parlementaires de la France Insoumise, on l'a vu avec certaines propositions de loi des quelques écolos qui survivent au Parlement, hein, c'est pas de moi. Il y en a beaucoup plus au Sénat. Il y a des choses qu'on arrive à construire, en tout cas à poser dans le débat, et donc c'est important. Je veux dire, c'est important. Après, tu parlais tout à l'heure du lien entre, et on a déjà eu l'occasion de faire un débat sur la question, du lien entre les mouvements citoyens, les mouvements sociaux et les partis. Bah, c'est ce lien, tout petit peu cassé quand même, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de transformer des aspirations, qui sont peut-être pas toutes à reprendre dans leur ensemble, mais des aspirations qui s'expriment en un fait majoritaire, parce qu'on est capable de faire le lien entre cette minorité agissante, qui porte un certain nombre de choses, dont on ne reprendra peut-être pas tout, mais dont on prendra une part importante, qui parle à cette majorité qui peut soutenir la question du pouvoir d'achat et de l'égalité sociale à travers les Gilets jaunes, la question de la justice climatique et environnementale à travers le mouvement climat, etc. etc. Et donc, malheureusement, je pense que les partis ont parfois été trop à la course derrière ces mouvements sociaux, plutôt que d'en être le débouché. Plus à courir derrière le mouvement qu'à transformer ce qui avait été produit par cette minorité agissante en débouché pour une minorité silencieuse ou tranquille qui n'est pas prête à prendre la rue tout de suite. Moi, genre, juste, tu vas répondre à cette question, mais je voudrais en rajouter une, parce que toi, ton candidat, c'est Jean-Luc Mélenchon, tu vois, et s'il est élu, il veut convoquer une constituante, tu vois. Comment on fait, tu vois, avec une constituante, avec, comment? Je comptais en... Voilà, avec 30% de fachos, tu vois. Non, mais... Genre, ça va être sympa, quoi, les débats. Ok. Bah, oui, mais D'abord, ce que tu places comme débat en disant d'un côté rapport minorité-majorité, minorité en tant que minorité agissante, et de l'autre côté majorité en tant que majorité électorale, genre moi je le positionnais pas comme ça. Moi mon rapport de compréhension de la gauche c'est une position extériorité-intériorité. C'est-à-dire que je pense que historiquement la gauche dont je fais partie, celle du mouvement ouvrier, communiste, etc., tire sa légitimité d'une extériorité du système qu'on pourrait appeler de façon un peu vieillotte aujourd'hui, mais je pense que ça marche encore, un système bourgeois, c'est-à-dire un système d'organisation et d'institution qui bien sûr a été façonné par les rapports de force entre le mouvement ouvrier, la bourgeoisie, etc., mais qui fondamentalement reste le système d'organisation que la révolution bourgeoise a installé à partir de la Révolution française, et notamment qui a eu des reculs, des avancées, des droits sociaux construits. Bon, bref. Ce rapport d'extériorité-intériorité, il va faire l'histoire des mouvements de gauche. Parce que par exemple, le réformisme qu'on appelait bernsteinien à l'époque où la social-démocratie allemande est le plus grand parti ouvrier en Europe, commence à avoir des positions au début du siècle, genre enfin à la fin du 19 et début du siècle, immenses dans les parlements, et ben il y a des gens comme Bernstein qui vont dire il faut investir, et à l'intérieur du cadre démocratique qui est possible, c'est comme ça qu'on va gagner. Bon, il y a d'autres gens qui sont dans d'autres situations, par exemple Lénine, qui est en exil avec 5 pélos, à faire des congrès, et qui disent non, mais nous, en fait, ça va pas se passer comme ça, on n'est pas dans le même niveau de développement, etc. Et bref, et il va y avoir des débats sur quel rapport intériorité-extériorité. Je pense que la pratique communiste a toujours été de dire il faut un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, pourquoi? Parce que la pratique des institutions, ça permet d'avoir des informations, ça permet d'apprendre les fonctionnements, de comprendre, donc de potentiellement relever les dangers, de pouvoir mettre en scène
justement un déversement de l'extérieur vers l'intérieur. Le problème, c'est que, bien entendu, avec les défaites connues par le mouvement social, avec les transformations politiques qu'on a connues et qu'on a déjà discuté ici, on a l'impression que le rapport d'intériorité s'est enfermé et qu'on est dans un rapport faible de la politique, qui est la représentation, le discours, le spectacle, ce qu'on disait sur la question médiatique, et donc du coup, ce rapport d'intériorité-extériorité, il est coupé. D'ailleurs, l'extériorité s'exprime souvent en coupant la médiation politique. C'est les gilets jaunes, c'est les révoltes de 2005 dans les banlieues, etc. Un certain nombre de corps sociaux, de groupes sociaux qui se détachent des groupes traditionnels, c'est la citation de Gramsci, sur la crise organisée. Donc, et moi, ma question, c'est comment je fais pour justement refaire le lien, et pourquoi tu posais la question de la constituante. Moi, ce qui m'intéresse dans cette constituante, c'est justement de dire c'est une proposition pour radicaliser la crise politique des institutions vers autre chose. En gros, dire la cinquième ne marche plus. La sixième République, c'est un moment où on peut refonder. C'est un moment où les gens peuvent participer. On verra qui peut s'inscrire, mais je veux dire, on n'est pas obligé de compter sur le corps électoral. On peut demander aux gens de s'inscrire. Est-ce que ça mobilise d'autres gens? Il faudra une mobilisation fantastique. Ça, c'est clair. Mais c'est un moment où on peut dire, on fait sauter les verrous qu'il existe démocratiquement, politiquement. Genre les trucs, ah, vous pouvez pas trop imposer parce que sinon c'est pas OK pour les riches. Mais on va en discuter. On va rediscuter tout. Et moi, c'est ça qui me semble être fondamental dans cette proposition, c'est de dire, c'est le rapport. C'est l'extériorité qui va venir radicaliser, faire péter de l'intérieur. En fait, il faut faire péter de l'intérieur. C'est en tout cas une proposition pour dire la question démocratique, il ne faut pas l'abandonner. C'est parce qu'on est en extériorité qu'on l'abandonne. C'est ce que je disais tout à l'heure sur déchaîner la lutte des classes. On a besoin de lutter dans le système. Parce que comment tu obtiens les lois pour avoir des droits ou des syndicats, etc. D'ailleurs, on voit bien que c'est les lois qui sont vite remises en cause. Donc, il faut toujours garder un rapport d'extériorité-intériorité. Le problème, c'est que là, on est en crise et que les débats sont défaits. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse dans le triptyque du programme de Mélenchon. C'est la question démocratique va toujours avec Jean-Luc Mélenchon avec la question sociale. C'est un truc qu'il a ramené sur le centre. C'était un truc qui était très jaurésien à l'époque, qui existait dans différentes manières dans les mouvements. Et ça, il l'a vraiment mis à l'honneur. Et on peut au moins lui accorder ça, même si on l'aime pas trop, tu vois. Et puis en plus, ce qui est vrai, c'est qu'il n'est pas à l'ouest sur la question écolo. Et qu'il dit, ça revient dans ce débat-là. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, transition sociale, transition écologique, ça va ensemble, mais surtout, la question démocratique, c'est-à-dire la question de la discussion collective des choix, elle est aussi. Bon, et donc du coup... Sur la question démocratique, sur la vision de la question démocratique, je pense qu'on a parfois des divergences. Et moi, j'ai plus de divergences sur la pratique, tant de Jean-Luc Mélenchon que de la France insoumise en général, que sur le projet en termes démocratiques de la France insoumise. Faire tout péter de l'intérieur et la radicalisation de... Oui, et puis dans la manière de, enfin, je veux dire, qu'on puisse remettre en question très profondément les institutions qu'on connaît aujourd'hui, y compris pour prendre en compte tant la question sociale que la question écolo et la question du temps long, me pose pas de difficulté. La pratique qui a pu être donnée de cette volonté de remise en cause, moi, me pose de vrais sujets. Qu'est-ce que je veux dire? Je comprends pas. Je pense que... pourtant, je suis pas une championne du monde de la forme. Je pense que la forme de l'exercice partidaire au sein de la France insoumise est un sujet en soi et n'est pas un sujet secondaire, parce que c'est le lieu de la création, normalement, du projet et de la construction collective. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit exactement ce dont s'est dotée la France insoumise pour fonctionner. Je pense que dans les éclats, je ne suis pas la dernière à avoir des éclats, mais je pense que dans les éclats de Jean-Luc Mélenchon, il y a eu ce qui est du domaine de l'outrance et ce qui est du domaine, à mon sens, d'une mise en scène qui est problématique. Qui est problématique et qui est problématique sur le fond. Et qui est problématique sur le fond au point... encore une fois, on a eu l'occasion d'en discuter sur la question de la peine de mort. Et valait-il mieux avoir dans ses rangs des gens qui partaient avec une idée positive de la peine de mort, qu'on faisait revenir sur leur position, parce que c'est pas ça objectivement le but, de faire changer les gens de position, ou est-ce que, à force de mettre en scène du discours très dur, de la conflictualité très violente, d'avoir des discours très disparates, honnêtement, sur plein de questions entre les dirigeants de la France insoumise, sur plein de sujets, est-ce qu'on ne risque pas à un moment donné de permettre
y compris dans ses rangs, y compris quand je dis dans ses rangs, c'est dans ses rangs au sens large, des sympathisants, etc., de banaliser ou de fermer les yeux sur des points de vue qui, je crois, sont à l'opposé de ce que porte la France Insoumise sur certains sujets sur le fond. Donc moi, j'ai là, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, mais moi j'ai là une vraie difficulté qui n'est pas liée à ce qui est écrit dans le projet de la France Insoumise et qui est porté par Jean-Luc Mélenchon, mais dans la mise en œuvre. Alors, juste, je te donne la parole pour répondre Voilà. quand même. Mais je rajoute un micro truc, tu vois, qui est, c'est vrai on a l'impression qu'il y a un peu un hiatus, en fait, dans la façon dont Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, en fait, pratiquent aujourd'hui les différents mandats, en fait, qu'ils ont, qui est finalement assez traditionnel, hein. Enfin, je veux dire, ils sont d'excellents députés, ils sont d'excellents députés européens, etc. Et tout faire péter de l'intérieur enfin, tout péter avec une radicalisation de la société comme toi tu le disais avec la Constitution. Après, moi, c'est ma version de la constituante et de la conviction de ce qui peut être derrière. Hein. Pour des gens qui croient pas dans les institutions ou quoi, ils penseront que cette vision que moi j'interprète et que je souhaite est exagérée, que ça reste un truc très réformiste, etc. Bon, peu importe. Ensuite, sur la question démocratique interne, c'est ça que vous me dites, que vous me posez comme question. Moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de débats que j'ai avec mes camarades, et je vous invite à vous inscrire dans la France Insoumise et à venir mener avec nous genre ces débats-là, parce que genre je n'ai pas à répondre ni pour la France Insoumise auquel j'ai très peu de responsabilités, voire pas du tout, et comment dire, et donc du coup voilà, moi ce qui me fait rire là-dedans, c'est de dire c'est toujours mettre ce lien avec la conflictualité, par exemple, dans ton discours, Marie. Je veux dire, la conflictualité, en attendant, elle marche mieux que, genre, Anne Hidalgo. La conflictualité, elle arrive à convaincre une partie non négligeable des gens. En tout cas, on peut l'espérer. Elle est violente, hein, je veux dire, Anne Hidalgo aussi. Hein. Non, mais elle est violente contre Jean-Luc Mélenchon, jamais contre la droite et l'extrême droite. Ce qui veut bien dire que c'est, genre, en vrai, la voiture balai de la bourgeoisie. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, tu dis oui, la conflictualité, etc. Enfin, en attendant, je veux dire, pour l'instant, on a bien vu que le socle social d'Europe Écologie Les Verts, c'est une petite bourgeoisie urbaine, genre qui ne parle à personne. Et donc du coup, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on met sur le dos de la conflictualité, genre l'outrage, le truc. Mais ça, c'est un sentiment extrêmement précis, à mon avis, partagé par des gens particuliers. Je dis pas que ça suffit, ça, mais je veux dire, sans le sentiment de conflictualité, sans ça, comment on aurait remontré la gauche de 2002 à 2%, la gauche anticapitaliste, en tout cas non trotskiste, parce qu'ils étaient très forts à l'époque, à des scores au-dessus de 10%, ça a été en conflictualisant la société, en conflictuant la bataille contre l'austérité en 2012, et en continuant là-dessus. Donc bon, mais l'avenir le dira, rien n'est fait, tu vois. L'avenir le dira, rien n'est fait. Bon, merci à tous les deux.